Quel que soit le stade de développement que nous pourrions atteindre, nous ne rechercherons jamais l'hégémonie ou l'expansion et n'imposerons jamais notre volonté aux autres. La Chine ne recherche pas de sphère d'influence et ne livrera ni guerre chaude ni guerre froide à quelque pays que ce soit. Guerre chaude, guerre froide. C'est les voisins qui vont être contents de le savoir, parce que c'est étonnant. Je veux dire, vu que quand même, vu ce qu'en pensent les Vietnamiens, les Philippins, je parle même pas de Taïwan, hein, voilà, mais on voit bien qu'il y a quand même une volonté chinoise extrêmement forte depuis les Indiens de récupérer par exemple en mer de Chine des atolls qui étaient contestés, qui ne leur appartenaient pas particulièrement et qui même mis en demande de justice internationale sur leur souveraineté. Les Chinois se sont fait débouter et pourtant ils les ont occupés, militarisés et maintenant voudraient empêcher la circulation des bateaux, des navires des autres pays de la région sur ces zones qu'ils ont annexées. Donc en fait il y a ce que nous dit Xi Jinping le discours habituel de la Chine, mais nous on n'est pas du tout un empire, on n'a jamais envahi personne à part le Tibet, ou le Xinjiang, enfin bon, tout ça est oublié. Donc en fait à chaque fois c'est la même chose. C'est une forme de message de paix selon Pékin. Oui, mais on nous répète une espèce de mantra qui est fausse comme c'est pas permis, qui est démenti par... entendre Vladimir Poutine, hein, c'est pareil avant l'Ukraine. C'est démenti par tous les faits, mais bon, enfin c'est pas grave, on continue à le dire et pourquoi le dire alors? Enfin, je pose la question à tout le monde. La réalité, elle est aussi que de toute façon, Xi Jinping, on l'a vu, il y a à peine un mois, avait organisé un immense sommet, celui des routes de la soie, qui représente 40% de ce que pourrait être le PIB mondial, qu'à ce moment-là, vous vous en souvenez, Vladimir Poutine avait été invité. Ça reste quand même un allié stratégique de Moscou, et c'est une façon aussi de le signifier à un moment donné en aparté à M. Biden. C'est marrant, vous savez ce que disent les diplomates hein, quand ils veulent quand même un peu raconter la nature des discussions entre deux chefs d'État et dire qu'elles ont été tendues. Ils disent discussion franche et direct, et c'est exactement les mots qui ont été employés par Biden lui-même pour décrire ces discussions. Donc finalement, le propos de Xi Jinping, il s'inclut également dans cette idée-là. Il n'y a pas de guerre chaude, il n'y a pas de guerre froide, il y a une guerre tout court, et on est un acteur tout à fait permanent de ce grand jeu dans lequel s'inscrit de toute façon cette relation. Alors si le dialogue entre les deux pays bute toujours sur Taïwan, un véritable pas semble avoir été franchi hier. Depuis près d'un an, vous le disiez, ces communications militaires étaient totalement interrompues, temps révolu, mais tout de même cette question de Taïwan fait débat. Regardez ce que nous dit les sources chinoises. Le président chinois a exhorté Joe Biden à cesser d'armer Taïwan, évoquant une réunification inévitable. Emmanuel Véron, c'est vrai qu'on retrouve ces mots dans le communiqué. La Chine réalisera la réunification, rien n'arrêtera celle-ci. Elle le dit. Et elle dit aux États-Unis respecter les engagements, ce que vous avez dit à Bali là il y a un an. Oui, alors ça renvoie à deux choses. La première, c'est ce qui est en fait dans l'ADN du Parti communiste chinois et donc ce qui incarne la modalité de gouvernance, si je puis dire, en tout cas la ligne de force politique, humaine, tactique et stratégique qui dirige la Chine aujourd'hui, la Chine populaire d'aujourd'hui, qui a dans son ADN le fait de prendre Taïwan, le fait de ce qu'ils appellent la réunification. En fait, c'est la prise, non pas la reprise, mais la prise de Taïwan, par différents procédés. Et il se laisse le temps, quelque part, de mettre en œuvre ces différents procédés. On n'exclut pas l'hypothèse de l'usage de la force. Côté américain, c'est la deuxième chose. Côté américain, c'est tout le volet de ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, on laisse une forme, non pas d'opacité, mais d'ambiguïté autour de cet environnement stratégique de Taïwan, à savoir, est-ce qu'on intervient ou pas? Est-ce qu'on n'intervient pas ou pas, etc. etc. Bon. Et on signe cet accord tout en disant il y a des élections l'an prochain à Taïwan, et il demande à la Chine de ne pas s'ingérer aussi dans ces élections. Exactement, au regard des exercices électoraux taïwanais précédents, qui ont vu d'ailleurs la conduite de Tsai Ing-wen sur 2 mandats, qui les 2 élections ont été largement... comment dirais-je, fait l'objet d'ingérences chinoises par différents moyens, que ce soit informatiques, humains, etc. Mais si on revient au script les institutions américaines, il y a une loi, donc c'est juridique, en 1979, qui s'appelle le Taiwan Relation Act, qui sont des garanties de sécurité portées par le Congrès américain, et c'est pas rien, le Congrès aux États-Unis, qui garantissent une protection, une sécurité de Taïwan en cas d'invasion, c'est-à-dire en cas d'invasion des troupes communistes sur l'île de Taïwan, dans le pays de Taïwan. Ces garanties de sécurité, aujourd'hui, se traduisent par quoi? Ou depuis exactement 1979, se traduisent par quoi? Par effectivement ce texte, donc c'est la loi, donc c'est constitutionnellement c'est un sujet, dans une démocratie comme les États-Unis c'est un sujet, y compris au regard de la puissance américaine, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, c'est un soutien militaire
dans de la formation, dans l'équipement, bien évidemment dans du renseignement, et puis troisième volet, dans la formation articulée à de la livraison de matériel pour participer à l'effort de défense de Taïwan. Donc des chasseurs, différentes troupes, etc., etc. Bon, différents matériels, des armes, etc., etc. Donc, et c'est au regard de cet environnement juridique et de cette ambiguïté stratégique américaine que les Chinois vont essayer eux-mêmes à leur tour de jouer sur les mots, ou en tout cas d'introduire de l'ambiguïté dans le récit, dans le récit au regard de ce qu'ils considèrent comme étant la Chine. Et il est impossible pour le Parti communiste chinois d'avoir deux Chines, ce que Taïwan a su réaliser avec ses processus de démocratisation depuis une trentaine d'années maintenant. On vous le disait, ce sommet, Magali, vous le disiez, a été difficile à mettre en place. Il y a quand même une forme de réalité. Vous allez voir que ça n'a rien d'une lune de miel côté coulisses. Cette intervention, cette séquence absolument incroyable. En fin de compte, peut-être tout simplement le fond de la pensée du président américain Joe Biden sur son homologue Xi Jinping. Et puis surtout, dans ce que vous allez découvrir, regardez bien la tête d'Anthony Blinken qui regarde son président. Regardez. Considérez-vous toujours que Xi Jinping est un dictateur ? Oui, c'en est un. C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays communiste qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. C'est direct. Patatras, Magali. Il l'a dit. On voit en effet l'air accablé d'Anthony Blinken qui a vraiment mouillé la chemise pour organiser ce sommet, qui est allé lui-même à Pékin après une première visite qui avait été annulée à cause du ballon. Bon, et qui voit en effet le président américain répondre à la question de la journaliste, de pas esquiver. Et là, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, voilà, il va falloir que je rame derrière, c'est ce que doit se dire Blinken. En fait, ce que fait Biden, il fait de la politique. Il faut bien voir que les républicains aux États-Unis sont quand même assez critiques, très critiques même de ce sommet, parce que eux veulent être sur une ligne encore plus dure vis-à-vis de la Chine. Donc, qu'est-ce qu'aurait pensé notamment les électeurs américains, la classe politique américaine, si en même temps Biden avait dit bah non, en fait c'est pas un dictateur, je reviens sur ce que j'avais dit. On est dans la même veine que Poutine est un boucher. Mais c'est ça. Oui, mais c'est exactement ça. Biden, il fait de la politique étrangère avec des mots toujours finalement assez cash. Il a une façon de s'exprimer, en effet. Biden le tueur, le boucher, Xi le dictateur. Bon, il met les mots, il met des mots finalement assez francs sur ce qu'il pense. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine campagne électorale, que dans un an, l'élection sera passée maintenant, et qu'il a besoin aussi d'envoyer des messages à l'électorat américain. Donc oui, il fait de la diplomatie, mais il fait aussi beaucoup de politique intérieure. Guillaume, d'ailleurs, les Chinois, semble-t-il, l'ont bien compris, puisqu'ils dénoncent une manipulation politique après ce qu'il s'est passé là. Est-ce à dire que ça va saper ces relations? Pas du tout. D'abord, on l'a dit, hein, Biden, il récidive. C'est pas la première fois. Vous vous souvenez, c'était en juin dernier. C'était justement une campagne en vue de sa réélection de donateur. Il avait qualifié à ce moment-là Xi Jinping de dictateur. Évidemment, Blinken s'était étranglé. Il revenait, on était en juin dernier de Chine. Il avait essayé de faire dégonfler la pression après cette histoire de ballon espion qui avait survolé le territoire américain, vous vous souvenez, en février dernier. Donc moi, ce que je remarque, c'est que 5 mois après cette première boulette, donc en juin dernier, ça n'a pas empêché les deux hommes de se rencontrer, de se parler. De toute façon, c'est deux économies qui sont extrêmement interdépendantes et à un moment donné, la réelle politique, c'est d'être un peu pragmatique sur ce plan-là. D'ailleurs, c'est au sommet de l'APEC, hein, c'est un sommet de coopération économique que ces deux hommes se rencontrent. Et puis, dans le contexte du Proche-Orient, ça n'a pas empêché aussi ces deux hommes de se rencontrer, de continuer à dialoguer. Donc, il a été acté que le dialogue continuerait. Il a été acté que, malgré les désaccords et les accords, que les téléphones continueraient de chauffer. Il y en aura des désaccords. Visiblement, ça va beaucoup s'appeler. Et puis, il y a quand même il y a aussi une position de Biden qui est réelle, qui est d'appeler un chat et un dictateur. Pendant des années, et qui est un peu contradictoire, qu'on a un peu de mal à saisir en Europe, parce qu'en Europe, on ne raisonne pas en termes de puissance. Et pendant des années, on a pensé que faire des courbettes à la Chine, comme on l'a fait d'ailleurs avec la Russie sur la question du gaz ou sur autre chose, ou sur la question du Hamas, ou sur des... C'est quand on n'a pas de puissance, eh ben on essaye de louvoyer et de ne pas dire les choses. Les Américains ont cette chance d'avoir suffisamment de puissance pour pouvoir dire que maintenant, ça suffit, qu'on est arrivé dans un mode de confrontation avec l'ensemble des structures, États ou para-étatiques, qui, à un niveau ou à un autre, veulent remettre en cause
l'ordre du monde international et les démocraties, et qu'il faut aussi appeler les choses et arrêter de vouloir trouver des accords sans dire qui ils sont. Alors qu'on trouve des accords pour pas faire la guerre est une chose, ne pas dire qui ils sont est à un moment un problème qu'il va falloir arrêter de faire. Parce que sinon, si on ne sait pas à qui on s'adresse et si on ne sait pas ce qu'ils sont, on ne sait pas ce qu'on défend.